1947. Oui, il y a définitivement de la vieille électronique de montrer là-dedans. Replongeons-nous dans l'époque d'après-guerre. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut. Vous le savez, j'aime me replonger dans le matériel ancien pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que je suis toujours impressionné par l'ingéniosité de l'époque dans le domaine de l'électronique. Moi, je viens de la génération des transistors, petits, efficaces, fonctionnant à de basses tensions et peu onéreux. C'est donc fascinant de voir ce qui était accompli par des tubes à vide, gros, peu efficaces, plus chers et qui pouvaient vous faire soulever les poils sur le corps de façon permanente. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir rapidement ce magazine Radiocraft en anglais, des années 1940, qui a été gracieusement fourni par Denis, un bidouilleur québécois. C'était une publication donc en anglais et provenant des États-Unis. Ici au Canada, c'était le genre de magazine d'électronique qui était disponible dans les tabagies et par abonnement via courrier. Comme cette électronique n'est pas de ma génération, il est possible que je passe par-dessus des points essentiels ou que certaines infos soient inexactes. J'invite donc les bidouilleurs à partager leurs expériences dans les commentaires ci-dessous. Bon, allons-y sans tarder avec la couverture que je trouve franchement superbe. Alors, regardez-moi cette page couverture du magazine Radiocraft. Date septembre 1947. 1947, là, pour vous mettre dans le contexte. Là. On est quoi, un an et demi, 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le transistor a été découvert en 1947. Il n'a pas été mis à l'usage, bien sûr, en 1947, mais on se place ici dans le temps. Et donc, oubliez les transistors. On est encore en plein dans les tubes à vide. Ce que les Anglais appellent des valves, hein, bien sûr. Regardez le tarif du magazine, 25 sous aux États-Unis, 30 sous au Canada. Alors bien sûr, une question de poste, mais le dollar canadien a très souvent valu moins, et c'est encore le cas aujourd'hui, que le dollar américain. Donc ce n'était pas cher à l'époque, 25 sous pour un beau magazine. Vous croyez que le magazine est tout en couleur? Non, malheureusement. C'est seulement les pochettes avant, c'est-à-dire la face avant et arrière qui est en couleur. Mais regardez le dessin de cette dame qui travaille sur une machine pour trier les œufs par grosseur. Alors, on a mis beaucoup d'emphase sur cette machine, la construction de cette machine à trier des œufs, mais en réalité, l'article à l'intérieur est peu convaincant et peu impressionnant. Mais regardez le visage, les cheveux. On se met en plein dans ces années-là. Je trouve ça vraiment d'époque. Là. Il n'y a aucun doute à voir cette jeune fille qui travaille dans une usine ou en tout cas un laboratoire. Alors, je vous ai dit 1947, pas de transistor. Par contre, il y avait déjà des diodes au germanium dans ces années. Là, comme la fameuse 1N34. Ou un N34A qu'on voit encore aujourd'hui, toute une petite diode avec un corps de verre, ben, elle existait déjà depuis quelques années dans ces époques-là. Alors, comme la guerre venait tout juste de finir, il se trouve sur le marché beaucoup de surplus de guerre, surplus d'armées, et c'est ce qu'on va voir dans le magazine d'ailleurs. Alors, j'ai présélectionné, je me suis mis des petits onglets, des pages d'intérêt dans le magazine. Vous devinerez qu'on ne va pas parcourir toutes les pages, il y en a beaucoup trop. Ici, la première page qui est en 2 couleurs, et d'ailleurs le reste est en noir et blanc, mais ici on est dans les premières pages, il fallait payer cher, je suis certain, pour l'annonceur. Ben, 2 traits caractéristiques à retenir. Le premier, c'est qu'on essayait beaucoup de vous vendre des cours d'apprentissage de technicien en radio. Et ça, il y en a plein le magazine de différents
différentes écoles, différentes entreprises qui essaient de vous vendre des cours, des kits d'apprentissage, et ainsi de suite, pour que vous deveniez un technicien professionnel là, de réparation. Alors ici, on vous propose des kits à assembler pour apprendre à faire la réparation. Mais à mon avis, là, c'était très peu suffisant, ce genre de projet pour devenir un pro là, de technicien de réparation. Là. Ce n'était pas suffisant. Mais au moins, c'était toujours bien un départ pour ceux qui voulaient apprendre l'électronique aussi. Il fallait débourser, bien sûr, pour aller se procurer les manuels et l'électronique. Alors ça, on essayait beaucoup de vous attraper avec ça. Il y en a plein de magazines. Ici à gauche, une annonce de la marque Hallicrafter, qui était une grosse marque de radio à l'époque, surtout pour tout ce qui touche militaire et radio amateur. Et ici, on vous offre pour des radios amateurs différentes radios. Ici en haut, une radio réceptrice, donc un récepteur de 540 kHz à 108 MHz par bande. Ça ne couvrait pas toute, c'était pas une couverture continue. Ce récepteur fait AM, FM et code Morse. Mais regardez le prix à 169,50 $. Ici, là, on parle d'un facteur en dollars de 2020 de 10,6. Donc, multipliez ceci par essentiellement 10, là, 10, 11, et vous avez une idée du prix de ce récepteur à 1700 $. Ce n'était pas donné à l'époque, définitivement. Ici, on a un émetteur à 70 $, mais c'est un émetteur beaucoup plus simple, donc moins complexe. Mais on pouvait quand même se débrouiller avec des kits, des radios, des émetteurs, récepteurs séparés. C'était souvent le cas, c'était séparé. Alors, radio amateur dans ce magazine qui n'est pas un magazine de radio amateur, soit dit en passant. Bon, ici, ce qu'on nous montre, encore une fois, un autre exemple d'une école d'électronique qui essaie de vous convaincre. Ici, c'est l'école Sprayberry. Qui essaie de vous convaincre de devenir un technicien, un réparateur en électronique et en radio. Et on vous met le visage du propriétaire de l'entreprise et on essaie de vous convaincre de faire venir des livres gratuits qui vont bien sûr vous prendre les jambes dans l'engrenage et par la suite vous devrez acheter le cours au complet ou acheter les kits pour pouvoir avancer dans votre formation. Alors, c'est presque des attrapes. Il y en a beaucoup de ça. Alors, ici à gauche, Telex, qui annonce ce casque d'écoute ici. Il y a même un concours. Telex existe toujours de nos jours. Fabrique des casques, des microphones et toutes sortes d'électronique. Beaucoup pour le commercial, l'aviation et le militaire. Un peu moins dans le matériel pour la consommation de tous les jours. Mais compagnie qui existe toujours. Ici, on vous nous montre des cristaux, des quartz. C'est un peu particulier parce que on nous dit qu'on a acheté ici pour 500 000 $ de quartz militaire, donc des surplus. Je vous parlais de surplus, bien, vous en avez un bon exemple ici. La compagnie, le magasin Sun Radio a acheté, c'est ça, $1,5 million de quartz et essaie de les vendre, bien sûr. Mais quand on regarde les quartz montrés ici, ce sont toutes des fréquences de moins de 1 MHz, en fait, moins de 600 kHz. Donc, ce sont des cristaux qui vont servir sur les fréquences intermédiaires, les FI des radios, mais certainement pas sur l'oscillateur principal, à moins qu'on trouve une façon de faire osciller ces quartz à des fréquences beaucoup plus élevées. Alors, c'est un petit peu particulier. Les prix sont pas chers quand même. 49 sous, donc $0,5 pour un quartz. On nous dit que c'est des boîtiers qui sont à l'épreuve de l'humidité, qui sont neufs. J'en suis pas surpris, là, c'était de la haute qualité si c'était pour le militaire. Mais on vous donne quand même une idée ici. Les quartz, il y avait deux classes de radios. Il y avait les radios simplement avec circuit oscillant LC, qui étaient corrects, mais qui dérivaient avec la température, avec le temps, et ainsi de suite. Et il y avait les radios à quartz et des cristaux qui étaient bien sûr beaucoup plus stables, mais qui étaient plus complexes et plus chers à opérer puisqu'il fallait changer les quartz dépendamment de la fréquence qu'on voulait
utilisés. Alors, des quartz, un grand standard à l'époque, mais le radioamateur moyen n'avait pas de quartz sur ses radios, c'était plus pour le militaire. Bien sûr, c'est devenu de plus en plus populaire avec les années. Et les quartz de haute fréquence, 7 MHz, 10 MHz, 3 MHz, ils existaient quand même, il faut le dire. Alors, un autre cours ici, je vous passe les détails, un cours sur radio et télévision. Alors ici, on nous annonce, avec tambour et trompette, est-ce que la télévision sera l'industrie géante, la prochaine industrie géante des États-Unis d'Amérique? On se pose la question, on est en 1947, il n'y a pas vraiment de gros réseaux jusqu'à maintenant, je crois qu'il y en avait juste un. On est vraiment dans les balbutiements de la télé et on se demande si ça va devenir un gros marché. Poser la question, c'est d'y répondre. Et on annonce un cours, encore une fois, un cours d'apprentissage sur la télévision. Mais c'était vraiment les débuts de la télé. Alors, je vous parlais de surplus d'armée. Bien, vous en avez 2 pleines pages ici de SC Electronics. Ce sont tous des modules, des radios. Ce sont toutes des radios militaires qui peuvent être convertis sur les bandes radio-amateurs avec un peu d'effort. Et c'est ce qu'on nous propose ici, des surplus d'armée, parce que, bien sûr, ce genre de radio, il y en avait plein le marché de l'occasion. Et il y a des entreprises qui ont compris cela. Et dans les années qui ont suivi la guerre, il y a eu énormément de circuits, de modifications pour mettre ces radios, comme je vous mentionnais, sur les bandes radioamateurs, que ce soit un récepteur ou un émetteur. Il y avait même un VFO, donc un oscillateur variable pour mettre à côté. Alors, ce sont beaucoup de récepteurs qui étaient dans les avions, entre autres, et dans les tanks. Donc, il y avait beaucoup de ce genre de radio sur le marché. Et pour beaucoup de radioamateurs, ce genre de radio était leur premier pas en radioamateur, des radios modifiées, comme émetteurs, entre autres, sur les bandes radioamateurs. Ici, ce qui est intéressant à montrer, c'est ce petit article où on nous montre les nouvelles. Et ici, en URSS, on nous montre un vidéophone. Alors, vous croyez que vos téléphones sur FaceTime et sur Zoom et peu importe, sur Skype, vous croyez que c'est récent peut-être, la communication vidéo? Eh bien non, en 1947, on avait un système ici qui fonctionnait bien, qu'on nous disait. Regardez la grosseur de l'écran. C'était quoi? Je peux vous le dire, là. C'était au maximum 10 cm, peut-être même un peu moins, avec une caméra séparée, et on parlait avec un téléphone. Et on pouvait voir l'interlocuteur avec de l'éclairage, tout ça dans un bâti en bois. Et dire qu'on a longtemps rêvé à ce genre de communication dans les années 60, 70, 80, 90. Ce n'était toujours pas un mode de communication déployé vraiment. C'est vraiment le téléphone intelligent qui a permis ce genre de communication. Alors ici, d'autres exemples de modifications d'un émetteur sur la bande des 144 MHz, donc 2 mètres. Déjà, on jouait dans ces années-là sur les bandes VHF. Il ne faut pas croire que la radio était uniquement sur les bandes HF. Il y avait possibilité d'aller sur les bandes VHF. Bien sûr, on faisait la plupart du temps de la AM ou du code Morse. Le FM était moins populaire. Quoique, au niveau des bandes FM broadcast, donc diffusion, on avait déjà des convertisseurs disponibles sur le marché pour convertir des radios de bande AM au mode FM, donc de 88 à 108 MHz. Alors, c'était possible déjà à l'époque, en 1947. La bande FM existait déjà, n'était pas très populaire, puisqu'on parle ici, bien sûr, vraisemblablement des débuts de la bande FM. La bande AM était encore très, très populaire. Alors, le fonctionnement était assez simple. On avait essentiellement un récepteur FM
à 4 tubes plus un tube de redressement. Et on sortait de l'audio, tout simplement, qu'on envoyait dans un amplificateur table tournante. Là, et la qualité, évidemment, c'était pas de la stéréo. La stéréo n'existait pas à l'époque. Mais au moins, on avait la qualité de la modulation FM. Mais c'était dans les débuts. Bon, ici, au niveau des tests et mesures, il y avait beaucoup de ces boîtes qu'on voyait sur le marché qui s'appelaient des Signal Tracer. Je vais vous traduire communément là, des traceurs de signal, qui est probablement une très mauvaise traduction, mais qui permettait de suivre, de renifler le signal dans les différents étages de radio ou autres. Et il y avait habituellement une diode donc au germanium qui permettait de redresser, ou si vous voulez, de détecter l'enveloppe AM. Et donc, on pouvait suivre un signal radiofréquence à travers les différents étages et facilement trouver un trouble, une panne. Alors, ces espèces de traceurs de signal, il y en avait beaucoup. C'était bien sûr fait de quelques tubes à vide à l'intérieur qui amplifiaient le signal. On avait ces espèces de super mouvements qui étaient en fait un VOM, donc volt, ohm, milliampère. Et en plus, il y avait même un mode pour mesurer la capacité, l'inductance et même des mesures relatives en décibels. Des espèces de boîtes à tout faire. Il y en avait de ça. Il y en avait même qui incluaient des générateurs de signaux. Mais notez les prix. Hein? On est dans les 300 à 400 $ ici, en prix d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait ça pour bien moins cher. Ce n'étaient pas des produits qui étaient de très, très grande qualité. Il faut se le dire. Là. Ça fonctionnait, bien sûr, ça faisait le travail, mais sans plus. Là. On a ici un testeur à tubes. Ça, il y en avait beaucoup en circulation. Ceci dit, il y avait beaucoup de testeurs à tubes dans les pharmacies. Dans les supermarchés, les gens pouvaient amener leurs tubes, les tester. Lorsqu'ils n'étaient pas bons, ils ouvraient le cabinet sous le testeur et il y avait des tubes de remplacement qu'ils pouvaient acheter sur place. Donc, c'était pas nécessaire de se procurer ces testeurs. On pouvait aller dans des endroits comme ça pour remplacer nos tubes. Alors, ici, on a vu beaucoup des dynamos. On appelait des dynamotors, des moteurs dynamo. À quoi ça servait? Ça servait à produire une haute tension en courant continu. Par exemple, pour appliquer sur les plaques des tubes à vide, donc l'anode. Essentiellement, c'était un convertisseur CC-AC. On avait du 12 volts ou du 24 volts dans nos véhicules en mouvement, et même parfois même du 6 volts. Ça faisait tourner un moteur CC et couplé au moteur un dynamo, donc une génératrice en courant continu. Et tout cela produisait des tensions, comme ici on nous dit, 12 ou 24 volts en entrée et 225 ou même 400 volts en sortie, courant continu. Et c'était très bruyant. Donc, et c'était, disons, relativement peu fiable comparativement à d'autres choses, puisque c'était un moteur avec des brosses. Mais c'était la façon facile. On mettait ça dans le coffre de la voiture. On ne l'entendait pas, bien sûr. Mais si vous savez ça dans une station, ce n'était absolument pas tolérable comme bruit. C'était un silement très, très agaçant. J'ai déjà possédé une radio VHF, un transceiver, avec un peu l'équivalent de ça, c'est-à-dire c'est un vibrateur, c'était comme un relais qui vibrait très, très rapidement pour produire une tension CA qui, elle, était passée dans un transformateur et ensuite redressée pour produire de la haute tension CC. Alors, j'ai connu ce genre de façon, si vous voulez, électromécanique pour produire de la haute tension. Sur des radios mobiles, ça pouvait passer, mais dans une station, c'était inacceptable. C'est beaucoup trop bruyant. Ah, mais tous les trucs étaient bons pour produire des tensions, des hautes tensions, si vous voulez. Bon, ici, je vous parlais de télé, on était dans les balbutiements. On nous parle d'un téléviseur 12 pouces. Et donc, 12 pouces, c'est 30 cm en diagonale. C'était vraiment pas beaucoup. Et ce genre de télévision était disponible, mais était très cher. On parle ici d'un kit, donc on pouvait l'assembler. Mais on ne nous fournit pas le prix. Mais je peux vous montrer une autre page ici. On nous montre un téléviseur de 7 pouces de diamètre. L'autre était 12 pouces
Donc, on parle de quoi? 16, 17 cm au lieu de 30 cm. Regardez le prix ici. Si on inclut le cabinet, donc la boîte, on parle de 160 $ ou 174 $, ce qui défonce tout près de 2000 $ en dollars d'aujourd'hui. Et je peux vous dire que 7 pouces de diamètre, là, il faut se coller le nez sur l'écran pour pouvoir voir l'émission de télévision, la programmation. Donc, c'était très, très cher la télé. On peut dire que ça n'avait pas été encore démocratisé, si on me permet l'expression. C'était très cher. Et c'était plutôt expérimental et seulement les plus riches, les plus fortunés pouvaient se permettre un téléviseur. Et c'était bien sûr du noir et blanc. Et je termine avec cette page ici, la page arrière du magazine, où on nous montre une publicité de condensateurs en papier. Ces fameux condensateurs collants, recouverts de cire, qu'on trouvait à l'époque à peu près partout dans les appareils électroniques et qui malheureusement vieillissent très mal. Ce ne sont pas des condensateurs électrolytiques, ce sont des condensateurs non polarisés et qui, bon, on nous vantait ici qui avaient une qualité supérieure au niveau de l'étanchéité pour tout climat, qui sont d'une bonne construction propre, qui sont compacts, d'excellente qualité et une très haute résistance d'isolation. Donc, on nous vantait des super condensateurs ici, mais en réalité, on sait très bien que ça ne vaut pas cher la tonne lorsqu'il y a 10, 15, 20, 25 ans qui se sont passés. Alors, des condensateurs céramiques sont bien meilleurs et ont bien mieux vécu que ceux-ci. Mais ici, on achetait à grands frais la page arrière à nouveau en 2 couleurs. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de ce magazine 1947, septembre 47, Radiocraft. Radiocraft, c'est devenu l'année suivante Radio Electronics, qui était un magazine qui était plus connu que le Radiocraft. Et par la suite, beaucoup plus tard, en 1992, le magazine Radio Electronics a été renommé en Electronics Now, donc l'électronique maintenant. En 1992 et vers l'an 2000, ce Electronics Now a été fusionné avec le magazine Popular Electronics, électronique populaire, qui est un magazine qui était très connu, mais Popular Electronics est disparu dans les années 2000. Donc, il n'y a plus de survivants à ce magazine, malheureusement. Le temps passe et les magazines papier, vous le savez, il n'en reste presque plus. Et c'est la même chose de ce côté-ci de l'Atlantique. Il y aurait tellement à découvrir dans les pages de ce magazine. Et si vous voulez pousser plus loin la dégustation, vous pouvez consulter cet exemplaire du magazine. En fait, toute la collection des Radiocraft de 1929 jusqu'à 1948, la dernière année de ce magazine, sous forme numérisée. Je vous fournis un lien dans la description ci-dessous à cet effet. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre présence à ce voyage dans le temps et on retourne maintenant au circuit intégré moderne. À la prochaine!